cette série concernant le fait de discerner sans s'égarer, je vais aborder le sujet de l'emprise au cours de 2 entretiens distincts. Celui d'aujourd'hui évoquera des situations pouvant conduire à des emprises auprès d'individus, de profils donnés. Et le second portera, quant à lui, à des situations de groupe qui peuvent conduire à une emprise. Les 2 processus sont bien particuliers. Donc commençons par ces situations où on peut dépendre de certains profils, typiquement le gourou. Alors le mot gourou fait peur, il évoque quelque chose un peu d'exotique, de très visible, de presque caricatural, une figure charismatique entourée d'adeptes dévoués, un discours total sur le sens de la vie, des yeux brillants, un ton assuré, quelque chose qu'on reconnaît de loin et dont on se dit facilement « moi, jamais ». Ceux qui le suivent, lui, ils sont vraiment naïfs, quoi. Sauf que les figures d'emprise ne ressemblent presque jamais à ça. Le gourou de caricature se fait très rare en réalité, ou se fait de plus en plus rare. Mais les situations d'emprise, elles, avec des personnages singuliers, existent, et assez loin de ces clichés, comme on va le voir aujourd'hui. Parce que des figures d'emprise, elles peuvent être beaucoup plus ordinaires. Et là, ça commence à devenir un tout petit peu plus tortueux. Certains profils sont tellement banals qu'on se dit « mais comment ce plouc prétentieux peut être vu comme un sage ?» Et du coup, on se méfie de sa propre méfiance. On se dit qu'on juge trop vite, puisque ce type-là, il est suivi et admiré par des gens que je respecte par ailleurs. Et donc, on va jouer le jeu, on va aller le rencontrer, ce plouc prétentieux qui prétend être un sage. Ou bien ça peut être l'inverse. Un monsieur très prestigieux qui vous parle à vous comme un confident ultime, comme si vous seul pouviez vraiment le comprendre, alors qu'il est en situation de vous snober, mais il ne le fait pas. C'est troublant et c'est efficace, vous allez précisément le suivre. Vous voyez, ce ne sont pas des profils apparemment dangereux. Ils peuvent être totalement inoffensifs au fond. Et on va voir aujourd'hui des critères pour identifier ou anticiper des situations d'emprise. Il ne s'agit pas de se méfier à tous les coups. Il s'agit simplement de se poser certaines questions à certains moments. Au départ, ça peut concerner un ami, un bon copain, qui se laisse percevoir comme un peu plus avancé sur le chemin. Ça peut être un thérapeute qui est passionné par sa méthode, ça peut être l'animateur d'un petit groupe dont l'enthousiasme est vraiment contagieux, ça peut être un membre ancien d'une certaine organisation qui sait exactement ce que vous cherchez et se propose de vous l'apporter. Ce ne sont pas des gourous, mais la manipulation commence parfois là, dans le côtoiement ordinaire, dans des côtoiements qui nous conduisent là où on n'aurait peut-être jamais choisi d'aller seul. Aujourd'hui, on va regarder certaines figures de plus près. Pas pour cultiver la méfiance une fois de plus, mais pour développer quelque chose de plus lucide, de plus utile, le regard lucide, un discernement. Et c'est la fonction de cette chaîne. C'est parti. La première chose à comprendre, c'est que les figures d'emprise ne forment pas une catégorie homogène, comme le gourou que je décrivais tout à l'heure. Confondre le manipulateur conscient avec l'enthousiaste sincère qui s'emballe, c'est à la fois une erreur intellectuelle, mais aussi une injustice. Nombre d'intervenants sont sincères. Ils pensent réellement aider et ils estiment vraiment partager. Leur influence peut être réelle et même bénéfique, et elle peut aussi devenir problématique, non pas forcément par mauvaise volonté, mais par manque de recul sur eux-mêmes, et puis par une adhésion peut-être un peu trop rapide de votre part. Donc cette distinction-là entre celui qui est manipulateur conscient et l'enthousiasme sincère, par exemple, ne change pas toujours grand-chose à l'effet produit sur celui qui est en relation avec eux, mais elle change ce que l'on peut faire avec cette situation. Alors on va passer en revue quelques de ces profils. Moi j'en ai retenu 4 que je vais nommer aujourd'hui. On va voir ce que ça donne pour vous, si vous les avez déjà rencontrés. Et le cas échéant, de quelles précautions il est sage de s'entourer éventuellement. On va crever l'abcès tout de suite, le manipulateur conscient. Alors il existe, c'est celui qu'on aimerait reconnaître facilement, parce qu'il sait exactement ce qu'il fait. Il repère les vulnérabilités, les besoins, les failles, et il s'y engouffre avec une précision qui peut être vraiment confondante, qui que vous soyez. Ces intérêts peuvent être très variables. Ça peut être financier, ça peut être de l'envie de pouvoir, ça peut être aussi des abus sexuels qui peuvent être derrière, ça peut être simplement la soif de dominer. Ça peut être aussi avec une intention plus sombre, comme il aime détruire, il aime salir, il aime dégrader, par perversion. Là, c'est bon, comment le repérer? En fait, on n'est pas dans sa tête, donc il faut se repérer uniquement au comportement. On ne peut pas voir les intentions telles qu'elles sont d'entrée de jeu. Alors, il y a un critère que j'utilise et qui me semble efficace pour le moment, c'est repérer la mise en place d'une dissymétrie calculée.
Qu'est-ce que c'est que ça? Il sait des choses sur vous que vous ne savez pas sur lui. Et il va orienter la relation à son avantage, de manière très méthodique, de façon à avoir une prise sur vous. Alors attention, ce critère dépend vraiment du contexte, parce que dans certains cadres, par exemple la thérapie ou l'accompagnement spirituel, la dissymétrie est normale et elle est attendue. Mais hors de ces situations bien précises, que le cadre ne permet pas, que ce soit entre copains par exemple, dans un groupe ou dans un milieu donné, si quelqu'un sait beaucoup de choses sur vous et ne vous laisse voir que peu sur lui, c'est un signal. Vous pouvez être en présence d'un manipulateur qui sait très bien ce qu'il fait, et l'inverse existe aussi. Il donne à voir sa vie, partage énormément, vous donne l'impression de vous faire des confidences, mais en fait il se fiche complètement de vous, de votre vie, de vos opinions ou autres, etc. Il se souvient à peine de votre prénom en fait. La dissymétrie, c'est là aussi, mais dans l'autre sens. Gardez à l'esprit le cadre dans lequel vous êtes, et ce que vous savez vraiment de lui ou ce qu'il sait vraiment de vous. Après, vous allez peut-être vous dire, si vous êtes déjà hameçonné en quelque sorte, mais bon, pas de ça entre nous, pas entre cette personne-là et moi, on peut tout se dire, mais en fait, pas forcément, non. Ça peut se retourner contre vous d'une manière ou d'une autre, que vous soyez, vous, découvert en vous confiant beaucoup ou en ayant l'impression d'être le confident d'une personne. En voilà pour un premier profil, que vous rencontrez, mais vous ne verrez pas forcément, c'est le manipulateur conscient, c'est un peu le cœur de meule du gourou, mais vous n'allez pas forcément le discerner. Pourtant, vous allez rencontrer aussi des situations d'emprise avec des profils qui sont vraiment beaucoup plus soft, on va dire peut-être moins perverses, mais dont les dégâts peuvent aussi être dramatiques pour vous. Par exemple, si je vous dis le sincère qui ne se remet pas en question, c'est sans aucun doute la figure la plus fréquente en fait, mais aussi la plus difficile à traiter justement parce que la personne est totalement sincère. Cette personne croit profondément à ce qu'elle transmet, au message qu'elle affirme. Elle peut avoir eu des expériences réelles, parfois intenses, qui ont structuré sa vision du monde. Et ce n'est pas parce qu'elle est convaincue que c'est un problème en soi. Il peut y avoir quelque chose d'important à entendre de cette personne-là. Le problème, c'est si elle est devenue imperméable à toute remise en question ou à tout questionnement. Si ces expériences fondatrices pour elle sont devenues intouchables. Quand toute question, tout doute ou toute interrogation équivaut à une sorte de trahison ou de moquerie. Mon conseil, quand vous identifiez ça, ne pas recevoir passivement un témoignage, tout comme ça ne sert strictement à rien de douter de façon abrupte, sinon il ne peut pas y avoir rencontre de toute façon, mais questionner sincèrement, par exemple, la méthode, les fondements théoriques, les éventuelles contradictions dans ce que la personne décrit. Et faites-le sans aucune suspicion. Vos questions, si elles sont honnêtes et viennent vraiment de vous, peuvent l'aider, cette personne. C'est-à-dire, centrez-vous sur vos questions réelles à vous, parce qu'il y a un vide à combler entre l'expérience qui vous est décrite et votre propre cadre de référence. Si vous avez à cheminer ensemble, autant partir sur une base d'échange et de partage. Mais si, en posant des questions qui correspondent à vos attentes, vous obtenez, par exemple, une sorte de sourire condescendant, ou une esquive, voire une légère hostilité, pas parce que la personne ment, mais parce que la personne ne veut pas entendre, c'est un signal. Et si vous posez votre propre témoignage en face et que la personne fait la sourde oreille, n'insistez pas. Votre interlocuteur, ce sincère qui ne se remet pas en question, peut vous conduire uniquement dans la direction qu'il a déjà choisie pour vous et qui n'est pas forcément celle que vous avez choisie. Et si vous persistez dans la relation, vous serez soit sous emprise, soit à la veille de ne pas comprendre ce qui vous arrive à son contact. Il y a un autre profil qui peut rappeler celui du sincère qui ne se met pas en question, c'est l'enthousiaste qui partage. J'avoue que c'est un peu proche, mais vous allez voir que les processus sont légèrement différents. Car celui-là a un agenda caché en quelque sorte. Il a trouvé quelque chose qui a changé sa vie et il veut vous le donner. Et son influence peut être réelle et bénéfique à celui-là. Mais l'enthousiasme a du mal à laisser de l'espace, à vous laisser de l'espace. Ce qui a été vrai pour cette personne à un moment donné n'est pas une vérité universelle. Et il ne comprend pas ça. Il peut exercer une pression, notamment affective, très forte, sans même s'en rendre compte, et de vous mettre de votre côté dans la position délicate de décevoir quelqu'un qui aura estimé vous avoir donné beaucoup parce que vous ne le suivez pas. À mon sens, le discernement ici est plus simple à exercer. Posez-vous quelques questions, par exemple, y a-t-il une sorte de menace cachée ?
Si tu n'adhères pas, tu ne pourras pas évoluer. Est-ce qu'il y a une promesse hypothétique, le jour de ton adhésion, initiation ou entrée dans le groupe, tu verras, mais je ne peux pas t'en dire plus. Est-ce un partage qui ressemble de plus en plus à une forme de recrutement ? Il est possible que ce soit le cas, et c'est là que je désigne l'enthousiaste qui partage. Il a parfaitement le droit d'être enthousiaste, mais en réalité ce n'est pas un partage, c'est une tentative de recrutement. Avec ces questions, vous allez certainement vous apercevoir qu'il s'agit ou non d'un recrutement en effet. Et ce n'est pas la peine de lui en vouloir, la personne connaît l'enthousiasme des débutants. Elle partage, et ça c'est tout à fait normal. Mais si c'est le cas, si elle cherche à vous recruter, la question est différente. Elle devient en quoi ? Ce qui m'est proposé me rapproche-t-il de ce que je cherche vraiment ? La personne est bien de son côté, mais est-ce que pour autant ça vous mettra bien de rentrer dans son truc ? C'est pas évident. Autrement dit, il est plus sain pour vous de vous poser la question. Et tant que vous n'avez pas obtenu de réponse claire, audible, franche, restez sur vos gardes quant à votre adhésion. Il est fort probable que l'enthousiaste projette sur vous des éléments de sa propre recherche qui n'a peut-être rien à voir avec la vôtre. Et peut-être que cette personne n'a pas envie d'entendre ou de comprendre votre démarche réelle. Donc ça peut vous aider pour vous à y voir plus clair, mais ce n'est pas une adhésion qui va répondre à vos questions nécessairement. Aussi, vous avez intérêt à faire le point avec vous-même, dans vos attentes réelles, qui n'ont pas besoin d'être contaminées par la quête de cet enthousiaste-là, qui est certainement honnête par ailleurs. Oh là là, on ne voit que des cas qui sont un petit peu alarmants peut-être, mais heureusement, il n'y a pas que ces profils-là que l'on peut rencontrer, parce qu'il y a aussi le passeur légitime. Il faut le nommer aussi, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Il existe des personnes qui transmettent vraiment, qui accompagnent sans capturer, qui savent à quel moment se retirer et vous laisser aller. Il s'agit de personnes dont la présence ouvre plutôt qu'elle ne ferme, en fait. Et ces personnes sont vraiment précieuses, peut-être rares, peut-être aussi plus fréquentes qu'on peut le penser, mais en tout cas, elles sont réelles, elles existent. Alors, je parle bien entendu d'accompagnateurs spirituels, dont j'ai commencé à souligner l'importance dans un entretien précédent, mais il peut s'agir aussi de personnes occupant d'autres fonctions d'accompagnement. On peut toujours imaginer des critères d'aide au discernement pour repérer ces passeurs légitimes. Par exemple, le bon accompagnateur travaille en quelque sorte à sa propre disparition, son propre effacement. Il rend capable de marcher et d'avancer sans lui. Et franchement, certains aussi sont très forts pour imiter le passeur légitime comme un masque. Et c'est pourquoi, oui, ce profil est très profitable, mais aussi, il doit être vérifié. Si la situation de votre propre autonomie ne peut jamais se produire, si finalement la séparation n'est jamais vraiment à l'horizon, si ça ne veut pas dire qu'on doit précipiter à la fin de l'accompagnement, mais si ce n'est pas vraiment envisageable, en vous, parce que ce sera vraiment quelque chose de terrible, par exemple, mais il y a quelque chose à regarder de plus près dans la relation qui a été établie. Une difficulté réelle, et c'est ce qui est cruel, vous l'aurez compris, c'est que les manipulateurs conscients tendent à imiter ce profil-là, du passeur légitime. C'est ce qui rend les critères que je viens de vous donner nécessaires, mais parfois insuffisants. Et je vous le dis franchement, ces profils peuvent être rencontrés dans plein de diversités. Il me semble que nous avons vu comment ne pas tomber dans des pièges potentiels, mais ce ne sont pas des clés universelles que je viens de vous donner là, bien évidemment. Et pour maximiser les chances d'éviter ces profils-là, je vais vous donner 2 critères qui seront opérationnels pour vous éviter de vous trouver piégé dans des relations qui vont s'apparenter à des situations d'emprise avec des personnes. Avant de s'occuper de 2 critères opérationnels qui permettent d'aider au discernement, je tiens à souligner l'importance d'une émotion qui peut réellement vous être très utile afin d'éviter les situations d'emprise. Je veux parler de la peur. Si une personne vous inspire au fond de vous une crainte, une peur d'être rejeté, peur de décevoir, voire une peur de réaction pouvant inclure des menaces, et que finalement ce sentiment prend une place qui n'a pas de raison d'être dans ce contexte. C'est-à-dire que de votre côté, vous n'avez rien à vous reprocher, mais que vous avez peur quand même. Vous trouvez toujours une bonne raison de vous en vouloir quand même. Ben voilà un critère, la peur, qui parle. Je sais, ça n'a pas l'air très rationnel, mais des personnes, et notamment des manipulateurs conscients, après avoir utilisé 1000 façons de vous hameçonner, de vous attirer, vont mettre leur personnage de côté, leur personnage séducteur, et vont commencer à vouloir vous soumettre à leur volonté, à tenter de vous dominer, et vous pouvez sentir le piège se refermer à ce moment-là. Alors, il n'est pas trop tard. Réagissez, c'est-à-dire là où la confiance était à la base, si la peur prend la place, si la peur intervient, la relation de confiance est endommagée, pour le moins. Pour ça, je vous suggère de vous rapprocher de personnes de confiance,
amis, famille, confidents, autres, pour leur parler de la situation à froid. Parce que leurs apports peuvent aussi être instructifs. Leur regard est important à ce moment-là, dans ce contexte-là, si cette émotion de la peur prend le dessus. Voilà, je me devais de vous renvoyer aussi à des éléments non rationnels, comme émotionnels, pour vous aider à discerner. Maintenant, on va revenir à des questions, à la raison, et donc à ces 2 critères opérationnels. Le premier critère, c'est est-ce que la question est la bienvenue ? La relation d'accompagnement saine supporte d'être questionnée, pas de façon agressive, mais une vraie question posée honnêtement devrait recevoir une vraie réponse. Ou éventuellement un vrai « je ne sais pas ». Je ne sais pas répondre à la question qui est posée là. Si vous avez une question qui correspond à ce que vous cherchez, ça semble évident que la réponse doit exister, même si c'est un « je ne sais pas ». Mais si le cadre commence à devenir flou entre vous, le cadre dans lequel vous êtes, ou des difficultés à obtenir des précisions concernant la personne, ou que vous posez des questions, voyez les réactions en fait, ou les réponses qui sont apportées. Et il est possible que ça puisse vous mettre mal à l'aise ou en système de dépendance, et à un moment donné, vous pouvez même renoncer à poser toute question. Là, c'est un critère, le critère de la question qui me semble important et qui peut marcher. Un deuxième critère, c'est vers quoi la relation que vous avez établie avec cette personne-là peut vous orienter. Là, nous sommes dans un cadre de rencontres successives assez nombreuses qui a pu avoir une influence dans votre vie déjà, dans votre champ de conscience en tout cas, la relation d'accompagnement qui vous a déjà marqué. Il s'agit de prendre en compte l'impact de cette influence en vous-même. Ça demande de l'introspection. Alors une personne qui m'oriente progressivement vers la dépendance à une personne qui peut être elle ou une autre personne, ou à une méthode ou à un groupe, ça mérite de faire attention. Il peut y avoir une dépendance, voire une emprise, et on verra dans l'épisode prochain les emprises par rapport à des groupes. Même si vous vous dites « mais non, là je risque rien, ils sont super bienveillants, il n'y a pas de danger », si le groupe, la personne, tend à vous rendre dépendant d'eux, il y a un risque d'emprise quand même. Donc encore une fois, il me semble qu'une relation authentique oriente vers autre chose qu'elle-même. Elle cherche en fait la personne toujours à devenir inutile. Et même la relation peut devenir inutile. Notez-le, il est possible que vous ayez vous-même envie ou besoin de rester dépendant parce que c'est plus confortable pour vous. Et ce critère-là, ça regarde toujours dans les 2 sens. À la fois, c'est peut-être vous qui cherchez à aller sous emprise, ou bien ça peut venir des personnes qui cherchent, même sans le vouloir, à vous mettre sous emprise. Donc, ce que je cherche à dire, c'est que l'emprise commence par une prise déjà existante en vous. Enfin, c'est vrai qu'il n'existe pas vraiment de cheminement spirituel sans faire de rencontres, et les rencontres comportent toujours un risque, celui d'être influencé, c'est bien ça, mais parfois mal orienté, et parfois se faire blesser inutilement. Et ce risque ne disparaît pas en fait, il n'a pas à être absolument évité non plus, mais il se gère, il s'affronte. Ce qui le gère, ce n'est pas la méfiance généralisée, c'est une qualité d'intention à soi-même et une qualité d'attention à la relation que l'on entreprend, et également une qualité d'attention à ce qui est cherché réellement. La capacité à observer ce qui se passe en soi, à maintenir un espace intérieur que personne d'autre n'occupe à votre place. La question « est-ce que cette relation me rend plus libre ?» posée régulièrement, posée honnêtement, vaut plus que les critères que je vous ai donnés précédemment. Mais ça me semblait important de le glisser à la fin pour vous remercier aussi d'avoir entendu cet entretien jusque-là. Dans le prochain entretien, on quittera les figures pour regarder les structures, c'est-à-dire les milieux, les groupes, les organisations qui peuvent exercer une emprise sans que personne en particulier en soit vraiment responsable, mais c'est un groupe qui est à l'œuvre. C'est une dimension qui est assez insidieuse, qui est parfois très connue, mais aussi parfois sous-estimée. Alors on se dit à bientôt. Allez, salut!